Alors, de nombreuses personnes concernées par le haut potentiel le découvrent effectivement à l'âge adulte et en l'occurrence à travers un burn-out. C'est quand même assez courant et se pose une question, que faire de la transformation du burn-out quand on est concerné par le haut potentiel? Quelles sont effectivement les différences? Comment ça s'exprime différemment chez les personnes concernées? Comment prévenir peut-être ce burn-out? Comment ne pas retomber dedans, reglisser dedans? Comment l'accompagner? Pourquoi il n'est pas forcément relatif au monde du travail? C'est tout ce que nous allons découvrir aujourd'hui avec, mon invité du congrès, Emmanuel Delrieux. À tout de suite. Alors, ce que je propose pour démarrer le sujet, parce que non seulement on parle de burn-out, on parle aussi beaucoup de burn-out, de brown-out, il y a toute une série de thématiques et donc je pense que ça pourrait être intéressant que tu définisses ces termes, que tu nous expliques la différence et entre autres, est-ce que il y a une différence de prise en charge par rapport à ces différentes thématiques? Alors, la question que tu poses, effectivement, je vais essayer de la traiter. On va peut-être poser des définitions un peu grosses, un peu universitaires autour de ces trois thèmes pour les comprendre. Et puis, je reviendrai sur vraiment les processus du burn-out pour mieux saisir la définition de ce qu'est burn-out. Donc finalement, le burn-out, il y a plein de types de définitions. Moi, j'aime beaucoup celle de Malache et Letter de 2011, où ils expliquent que le burn-out, c'est finalement une réaction à des stresseurs émotionnels et interpersonnels qui sont prolongés. Et ça, c'est important, et chroniques liés au domaine du travail. Alors, cette définition, moi, j'ai envie de l'étendre à au-delà du travail. J'expliquerai un petit peu plus tard pourquoi, parce que c'est souvent le cas chez les HPI. Ce n'est pas forcément que lié au travail, ça va dans le domaine personnel, dans le domaine interpersonnel, et ça, il ne faut pas le nier. Mais finalement, le burn-out, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est une définition qui est liée au stresseur. Je ne vais pas refaire l'historique du stress parce que sinon on ferait tout un cours universitaire. Mais ce qui est intéressant, c'est que le stress, on en a besoin dans notre vie pour s'adapter. Et on a vraiment trois étapes importantes. On va avoir un stresseur, notre corps, cerveau compris, va prendre ce stresseur, va assimiler, va s'accommoder et trouver une réponse adaptée. Mais après, il y a une phase qui est importante, c'est la phase de récupération. Okay. Or, on se rend compte que beaucoup de personnes cumulent des stress très intenses sans avoir cette possibilité d'avoir cette phase de récupération. Ce qui ne permet pas au corps d'avoir la possibilité d'assimiler, d'accommoder et de s'adapter correctement. Donc, il y a vraiment une perte d'énergie qui se fait là et du coup, une augmentation du risque de vivre le burn-out. Voilà un petit peu comment je le poserai. On va le différencier du burn-out qui, lui, est plus relatif à tout ce qui est l'ennui chronique au travail. Donc, c'est lorsqu'on a des sous-emplois, lorsqu'on a vraiment ce manque de travail, un ennui au travail, un manque de motivation qui est là, et puis un manque de défis professionnels. Donc, on imagine bien que pour des personnes qui sont au potentiel, au-delà du cumul de la frustration, il y a aussi, pour des personnes qui sont HPI et qui ne se savent pas HPI, toute une problématique autour de l'absence de reconnaissance. Et ça, c'est terrible parce que ça génère aussi beaucoup d'épuisement interne. Donc, le burn-out, on le définit comme ça. Il y a Bauman, j'aime beaucoup, il a écrit un livre, c'est le burn-out quand l'ennui au travail rend malade. Ouais. Et il est vraiment chouette. Donc, on peut trouver plein de ressources dans ce livre. Hein. C'est pour pas trop développer et m'étendre dessus. Et enfin, le burn-out se différencie vraiment du burn-out et du burn-out parce que ce n'est pas un état. En fait, ça va être comme une sorte d'étape, une étape de transition qui se fait mal. Ce terme vient de l'anglais et au niveau des appareils électriques. Et en fait, ça définit toute la baisse volontaire ou involontaire d'intensité pour éviter la surchauffe. Donc, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans des périodes de changement lorsque l'individu s'est identifié à ses valeurs travail, aux valeurs de l'entreprise et qu'il va y avoir un changement de poste ou un changement même de direction
et de valeurs de l'entreprise, la personne se retrouve complètement perturbée et à ce moment-là, il va y avoir une sorte d'extinction d'intensité, de perte de sens. Mais c'est beaucoup moins violent que le burn-out. C'est une étape. Et ce qui est intéressant, c'est quand même de la voir pour s'en saisir et arriver à la sécuriser pour éviter de tomber dans le burn-out. Donc, pour revenir un petit peu à ta question initiale, connaître ces 3 termes, c'est important. Est-ce que ça va engendrer une prise en charge différente? Alors oui, dans le cas du burn-out, puisque le but, c'est que quand on se rend compte qu'on en est là, c'est important d'aller voir quelqu'un pour essayer de sécuriser au maximum pour éviter peut-être de tomber dans le burn-out. Après, très sincèrement, ça va changer le début de la prise en charge où on va travailler sur le contexte. Qu'est-ce qui a amené à vivre cet état de burn-out? Quels sont les différents processus? Et du coup, on va regarder ces contextes sociaux, environnementaux, que ce soit du domaine du travail, la famille, la relation de couple, la relation aux amis, qui amènent à cet état d'épuisement interne. En quoi le burn-out est différent chez les personnes HPI et pourquoi il est difficile à observer par les professionnels de santé? Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça. Si, j'en ai plein. Ah, génial! Tout le monde va être super content. Alors, en fait, en quoi c'est différent? Pour ça, on revient un peu sur la définition des HPI. Alors, j'ai pas envie de refaire une grosse définition parce que je pense que ça a été traité plein de fois. On sait que l'HPI est hyper sensible, hyper cérébral, hyper réactif, hyper affectueux, hyper émotionnel, hyper tout. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est cette hyper adaptabilité. Et cette hyper adaptabilité, c'est une hyper adaptabilité à l'information. J'en reviens un petit peu à la définition de l'intelligence. Si je la réduis et que j'en viens peut-être à une définition un peu plus constructiviste, on est vraiment dans une définition de l'intelligence en termes d'adaptabilité pour trouver des moyens et des procédures de plus en plus complexes et diversifiées pour atteindre des buts. Et ça, on l'observe chez les HPI, c'est-à-dire qu'ils ont une hyper-adaptabilité. Nous, en tant que thérapeute, la problématique est la suivante. Si on reprend notre jolie courbe gaussienne, donc pour la visualiser, par exemple, j'aime bien reprendre l'image du bois qu'a mangé un éléphant du Petit Prince. Donc, on la voit bien, cette forme-là, comme ça. Notre référence, théoriquement, en tant que thérapeute, elle est entre 90 et 110. Donc, ce que je pose, c'est valable tant pour le burn-out, mais également pour tous les troubles associés, TDA, dyspraxie, plein de troubles associés. Si notre référence est là, on va se rendre compte qu'on va avoir une hétérogénéité de résultats, mais les résultats restent quand même au-dessus de 110. Donc, on va se dire, mais tout va bien, pourquoi cette personne se plaint? Sauf que si on change notre référentiel et qu'on passe à 130 et qu'on voit une hétérogénéité, qu'on se dit que normalement, tout devrait être vers 130 et plus. Or, on a des items qui se baladent à 120, parfois à 115. On est en droit de se poser la question de dire, alors attention, on est sur un bassin HPI, mais il y a quelque chose, il y a un problème. Donc ça, c'est une manière un peu générale. C'est une lecture générale où j'invite vraiment les personnes qui sont HPI ou qui se suspectent HPI, de vraiment réfléchir ça. Et s'il y a des professionnels qui écoutent aussi, de pouvoir l'entendre. Maintenant, concrètement, on se rend compte qu'on a des indicateurs au niveau cognitif qui nous permettent de voir que la personne HPI est en train de faire un burn-out. On a souvent une sensation de perte de mémoire. Ouais. On arrive moins à charger la mémoire, clairement, alors qu'avant, on pouvait se souvenir de plein de choses. Une sensation qu'il y a moins de faculté à maintenir plusieurs liens. C'est l'épreuve de similitude qui me fait ça, mais de liens associatifs ensemble. Et puis, ce qui est extraordinaire, c'est que si on prend vraiment le test de la Weiss, on se rend compte que systématiquement, des personnes qui sont HPI, qui font un burn-out et qui sont testées, vont avoir matrice, donc qui est le test de logique, qui va chuter. D'accord. Alors, il va pas être, ça va rester quand même assez extraordinaire, mais on pourrait retester la personne peut-être 3 ans plus tard et on verrait le test augmenter. Pourquoi? Parce que le système est bien fait. En fait, la logique, la personne ne peut pas aller plus loin parce qu'en fait, la mémoire et la logique, ces 2 systèmes, ça fait partie des derniers systèmes qui sont peut-être les plus coûteux au niveau cognitif, en termes d'attention et en termes d'énergie. Or, j'en reviens et je fais ma petite digression, mais c'est important, sur le burn-out. Ce qui est vraiment caractéristique du burn-out, c'est qu'à un moment donné, le corps dit stop. Et le corps va dire stop pour le HPI de différentes manières. Ça peut être très violent, comme tout d'un coup ne plus arriver à se lever le matin alors que la veille, tout allait bien.
Ça va être toutes ces petites choses que j'entends que trop et que malheureusement j'ai vécu aussi, c'est-à-dire la chute de vélo. Et puis après la chute de vélo, c'est la chute de vélo, mais avec un accident un petit peu plus grave. Et puis ça va être la chute dans l'escalier. Et puis bon bref, toutes ces petites choses qui font qu'à un moment donné, on se dit mais mince, notre système attentionnel n'est plus là et on n'est plus vigilant. Le corps parle. Et parfois c'est au niveau cognitif. C'est-à-dire que c'est vraiment ces manifestations. On se dit mais c'est pas possible, j'ai un trouble attentionnel en ce moment. J'arrive plus à élaborer jusqu'au bout un processus de raisonnement, alors qu'avant c'était d'une fluidité extraordinaire. Je me sens bête. Donc c'est vraiment des choses qu'on entend, Ouais. qui sont très fortes pour la personne HPI, mais qui, quand je vous en parle comme ça, si on le prend d'un point de vue extérieur, on se dit oui, enfin, tout le monde dit ça. Oui, mais pour une personne HPI, c'est être dépossédé, Oui. littéralement, d'une partie de soi. Et ça, c'est terrible. C'est un vécu qui est extrêmement fort et extrêmement douloureux. Donc, il faut savoir entendre. Donc, à votre question, est-ce que le burn-out se vit différemment pour une personne qui est HPI ou THPI? Clairement, ça se vit différemment, mais on va avoir des subtilités de symptômes et c'est ces subtilités auxquelles il faut être averti. C'est-à-dire que même la personne HPI, souvent, est dans le déni de son burn-out. Donc moi, quand je reçois des patients, ils arrivent, beaucoup ne savent pas qu'ils font un burn-out. Non, bien sûr. Et ils vont avoir la bonne surprise de l'apprendre. Donc pour ça, je vais employer un peu différentes métaphores parce que je trouve qu'une image vaut 1000 mots. Ouais. Il y a Freudenberger qui, en 76, a donné cette image de l'incendie quand il parlait du burn-out. Elle est géniale. Mais moi, j'aime bien utiliser deux images. Je prends celle de la voiture parce qu'elle me concerne directement. C'est-à-dire que dans une voiture, on a la jauge à essence. Et normalement, quand on a cette jauge, on doit aller à la station pour faire le plein. C'est une petite anecdote, mais moi, quand j'avais 20 ans, je m'amusais beaucoup avec ma 2 chevaux et ma 205, à savoir, une fois que j'avais passé la barrière, jusqu'où, combien de kilomètres je pouvais faire, en combien de temps, jusqu'à la prochaine station. Je vois. Sauf que j'ai un ami qui m'a dit, non mais Emmanuel, faire ça, c'est bousiller littéralement le moteur de ta voiture. Je ne savais pas. Et c'est bien plus tard, quand j'ai eu mes premiers patients en burn-out, je me dis, mais complètement, c'est ça. Le corps fait ça. C'est-à-dire que le HPI ne peut pas s'empêcher d'être dans l'extrême. Il peut pas, il n'a pas une variabilité tempérée. Il va au-delà de ses limites constamment, que ce soit en termes intellect ou en termes émotionnels. Et finalement, au bout d'un moment, le corps, il est épuisé. Sauf que la personne n'a pas appris à avoir les bons indicateurs. C'est-à-dire que cette jauge-là, il ne les écoute pas. Et quand ça tombe, ben, ça fait mal, généralement. Et la deuxième image que je vais employer, c'est celle que j'emprunte à la médecine traditionnelle chinoise, où ils ont ce concept de ki vital, d'énergie vitale, qui est donné à la naissance. Et ils prennent cette image de la bougie, en expliquant, voilà, on a cette bougie et on doit être responsable de cette bougie tout au long de sa vie. Et notre manière de consommer la vie, c'est-à-dire peut-être tout feu, tout flamme, ou au contraire d'être peut-être plus intériorisé, moins expansif, va faire qu'on va préserver cette bougie plus ou moins, ou la consommer rapidement. Et bien dans le burn-out, c'est ça. C'est-à-dire que c'est vraiment cette chance quand même qui est donnée à cette bougie interne de dire attention, là tu m'exposes au vent, tu m'exposes dans des situations environnementales et comportementales qui viennent littéralement cramer ton énergie vitale. Et donc il va falloir maintenant explorer les conditions qui vont venir préserver ça. Parce qu'on ne peut pas rajouter de la cire. Dans cette thématique, effectivement, dans ce qui mène au burn-out, certaines personnes évoquent l'ennui, d'autres vont évoquer le perfectionnisme ou encore des pertes de capacité en émettant une difficulté commune au HPI, c'est je ne peux pas changer. Est-ce que c'est particulièrement spécifique au HPI ou est-ce que ça concerne tout le monde? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? C'est des symptômes que l'on va retrouver classiquement dans le burn-out. D'accord, l'épuisement, la fatigue. Maintenant, ce qui est vraiment spécifique, comme je l'expliquais, c'est que pour les HPI et les THPI, on travaille vraiment sur le seuil de la sensibilité. Moi, j'aime bien utiliser souvent cette histoire d'échelle en disant la référence, c'est pas les autres, la référence, c'est vous. Et on va travailler sur des seuils et où vous vous situez, sans honte, sans représentation, sans culpabilité. Parce que ça, ça a été ultra traité dans tous les sujets, mais on le sait d'un point de vue physique, d'un point de vue du ressenti, il y a une perception qui est différente pour les HPI et THPI. Ouais. Du coup, à cette question initiale, oui, il va y avoir une vraie difficulté qui va être là. Parce que le perfectionnisme, l'ennui,
c'est symptôme de quelque chose. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'il y a le moi des... Enfin, c'est tout notre mode de relation. Et là, je vais rentrer un peu en profondeur sur le burn-out. C'est-à-dire que là, on a parlé beaucoup des comportements. Donc, en ça, oui, on voit bien qu'il y a une différence chez les HPI dans la manifestation comportementale. Il y a besoin de comprendre les processus et les mécanismes individuels qui nous ont amenés à ce burn-out. Donc là, c'est compliqué parce qu'une personne qui arrive en disant, qui prend conscience, on va dire que ça y est, elle a pris conscience qu'elle fait un burn-out, a tendance à d'abord regarder quels sont les événements extérieurs qui m'ont conduit à faire ce burn-out. Et on ne peut pas d'entrée de jeu dire à l'individu, oui, mais en fait, vous êtes aussi co-responsable de ce burn-out. C'est pas possible. Parce qu'il faut d'abord aller inspecter tout ça. Maintenant, ça fait partie d'un vrai travail en profondeur, c'est-à-dire de dire, oui, mon hyper-perfectionnisme, quand je l'ai placé, quand je l'ai fait, c'était pourquoi? Est-ce que c'était un besoin de reconnaissance? Qu'est-ce que je joue derrière? Est-ce que c'est une peur du rejet? Est-ce que c'est un besoin de plaire? C'est tout ça qu'on va aller travailler dans le fond pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui se dit. L'ennui, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'il veut dire chez le HPI, l'ennui? L'ennui, il est en train d'expliquer que peut-être on est en train de vivre dans sa tête, très loin, là-haut, et qu'on n'est pas connecté à son corps. Donc, l'ennui dans le burn-out, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, on doit écouter le corps. Le corps, il nous dit, là, il faut que tu te régénères, il faut que tu te reposes. Et sauf que le repos pour un HPI, c'est terrible. Mais que ça aille de mes témoignages d'enfants qui n'ont pas de burn-out, mais qui me disent non, mais là, je dois passer 1 heure. Mes parents m'ont dit que c'était la pause, mais qu'est-ce que je fais? J'ai lu tous les bouquins, j'aime pas m'ennuyer. Et on retrouve ce côté un peu sale gosse. Moi, j'aime bien les sale gosses. On retrouve un peu ce côté sale gosse chez les adultes qui disent mais je suis sur le canapé, j'ai plus rien à faire, je m'ennuie profondément, je vais pas passer ma vie comme ça. Donc ça, c'est compliqué parce qu'il y a vraiment une phase où la personne HPI ou THPI doit accepter de se laisser traverser par ça pour pouvoir l'observer. Le but, c'est l'observer. Ce n'est pas une condamnation à mort, ce n'est pas une condamnation à vivre ça toute sa vie, mais c'est un seuil d'observation qu'il nous faut absolument parce que c'est autant d'informations précieuses qui vont nous aider à avoir les clés pour comprendre qu'est-ce qu'on vient jouer derrière ça, dans nos moi défensifs, dans notre relation, mais aussi dans notre traumatisme. Et c'est parce qu'on va voir ça qu'on va pouvoir aller travailler à guérir, à nettoyer et surtout transformer ce mode de relation qu'on a créé au monde qui du coup vient littéralement nous épuiser. Donc j'emploie une image souvent à mes patients, c'est parce que je pense que j'ai ma maison en travaux, donc c'est celle qui me vient. C'est un peu comme le panneau électrique. Donc, quand on a le panneau électrique, on va avoir plein de branchements, puis quand on arrive dans une maison, on a peut-être l'ancienne électricité. On va tout débrancher tous les fils avant de tout remettre. C'est exactement ça ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où quand on a passé la phase de déni, on va être dans une phase d'observation et là, les patients détestent parce qu'ils ont l'impression d'être débranchés d'eux-mêmes, de ne plus arriver à s'adapter aux autres, de ne plus arriver à réfléchir, d'être dans un ennui auquel ils ont essayé de lutter toute leur vie et qui leur revient comme un effet boomerang, une peur du vide. Avec toutes les questions existentielles que parfois on a mis de côté parce qu'elles nous ont parasité à l'adolescence et qu'on s'est dit non, allez, maintenant on vit, on avance, et puis elles reviennent. Il n'y avait pas de place pour ça à l'époque, oui. Exactement, quelle est ma place dans l'existence? Et il va nous falloir ça pour ensuite rebrancher correctement. Parce que souvent, j'explique les HPI, quand ils ont grandi sans le savoir, et même parfois en sachant, en fait, ils ont fait ce que j'appelle du détournement de source. C'est-à-dire ils vont prendre une capacité neutre qui n'a rien demandé à personne. On va prendre la capacité d'adaptation ou la capacité d'anticipation. Ça, c'est très fort. Et puis, on va la détourner pour la mettre avec son mécanisme de défense. C'est-à-dire que ça m'angoisse un peu la vie. Hop, je prends anticipation et je vais en faire un mécanisme de défense. Sauf que ce mécanisme, à la longue, va venir nous épuiser. Et donc, on va vraiment littéralement devoir débrancher. Enfin, le corps le fait naturellement, il débranche. Et puis, le travail va consister à aider à les rebrancher pour remettre la bonne connexion autour de l'adaptation. Autour, voilà, on parlait d'anticipation, pour plus aller alimenter l'angoisse ou l'anxiété ou un mode de relation à l'autre ou des peurs ou des traumatismes. Mais alimenter la vie, en fait, tout simplement à l'intérieur de soi. Waouh, très riche tout ça. Merci Emmanuel. Alors, je vais proposer de terminer avec 3 clés
pour comprendre les vrais enjeux du burn-out en tant que HPI? Ok, alors si je résumais les 3 clés, je dirais que la première, c'est réellement de comprendre ce que j'expliquais tout à l'heure, le principe de la carotte et le bâton. Cette histoire du rapport du corps et l'esprit. Tant qu'on ne veut pas intégrer que c'est le corps qui a repris les cartes en main pendant tout le temps du burn-out, on va se laisser avoir, on va rechuter, on va retomber, on va surtout se faire très mal. Donc, il y a besoin de recréer une alliance profonde entre le corps et l'esprit, on va dire ça comme ça. La deuxième clé, c'est la prise de conscience que cet épuisement des ressources n'est pas forcément que dû à un facteur du travail. Il est dû à du multifacteur. Moi, j'aime beaucoup ce concept de niche de développement des constructivistes, c'est-à-dire qu'un individu est au milieu de plein de niches de développement et certaines vont être plus épuisantes que d'autres et le rapport que l'on va avoir avec certaines niches va être plus épuisant que d'autres. C'est vraiment de comprendre ce rapport que l'on a de soi à soi et de soi au monde. Ça, c'est une deuxième clé, c'est avoir cette honnêteté de regarder, de poser factuellement où en sont mes jauges, comment, où j'en suis et qu'est-ce qui se passe. Et détricoter pour aller dans le fond et dire ah ça vient résonner avec un petit moi traumatique ou là derrière je suis en train de travailler mon besoin de reconnaissance. Et la troisième clé qui n'est peut-être pas la plus agréable, mais c'est le côté inéluctable de la transformation due au burn-out. Il n'y a pas le choix. Et en ça, j'aime beaucoup reprendre vraiment ce que Pablo Servigne pose, c'est-à-dire que c'est pas tant de mettre de l'espoir qui va faire du bien, c'est arriver à se laisser traverser et trouver le courage qui va aider à transformer. Et c'est dans la transformation que l'espoir va naître. Et voilà, je crois que je peux pas plus dire. Et quand on a fait le chemin, on s'en rend compte, mais c'est sûr que pendant le chemin, parfois on déguste. Hein. Ah oui, non, mais ça c'est sûr. Peu du courage, beaucoup de courage. Ouais. Merci pour cette intervention très riche et porteuse d'espoir aussi. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-moi en commentaire si vous voulez bien ce qui vous a le plus parlé ou tout simplement mettez-moi un petit pouce pour m'encourager à vous envoyer de nouvelles versions. Alors, si vous souhaitez avoir accès à l'intégralité de ces vidéos avec de nombreux exercices pour faire de votre haut potentiel et votre hypersensibilité une force, je vous invite à découvrir le pack potentiel qui reprend tous les thèmes depuis le début des différents congrès de Douance avec toutes les interviews et des ressources inédites. Alors, pour tout savoir, rendez-vous tout simplement en description de cette vidéo et vous aurez toutes les informations. À bientôt!